Le 5 septembre 1998, Brianne Walgram, une jeune Canadienne de 19 ans, va disparaître comme par magie pour ne plus jamais réapparaître. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une affaire assez spéciale qui a énormément intéressé les Canadiens, car cette histoire est remplie de mystères. Brianne Walgram naît le 25 mars 1979, elle a donc 19 ans au moment des faits. Cette histoire se passe à Revelstoke au Canada. C'est une petite ville assez sympathique en vue des photos, entourée de montagnes et de rivières. C'est ici que vit Brianne. C'est une fille décrite comme timide par ses parents, mais très amusante par ses amis. Elle vit encore chez ses parents, Cliff et Sheriff Walgram. Elle a deux grands frères, Troy et Todd, qui eux ne vivent plus dans le domicile. Ils ont même refait leur vie en dehors de la ville, et on peut les comprendre vu que le village est assez reculé. Brianne vit une vie assez banale, elle vient de sortir du lycée, elle veut rentrer dans l'université. Mais premier problème, l'université, ça coûte de l'argent. Il faut déménager, payer une chambre étudiant, et les frais d'inscription, c'est pas donné non plus. Mais la jeune femme a la tête sur les épaules, elle va commencer à travailler et cumuler deux emplois, l'un chez McDonald's et l'autre dans une station-service. Je précise quand même que notre jeune femme souffrait de TAS, ce qui signifie trouble affectif saisonnier. Son humeur dépend donc des saisons, et du coup, elle déprime assez souvent quand le soleil n'est pas au rendez-vous. Par contre, sa mère va quand même expliquer qu'au moment de sa disparition, sa fille n'avait aucun symptôme. D'ailleurs, après la disparition, sa famille va publier beaucoup de photos de Brianne et ses amis. Dessus, la jeune fille est très souriante, ce qui colle avec les propos de sa mère. Nous sommes le vendredi 4 septembre 1998. Brianne travaille toute la soirée au McDonald's de sa ville. Elle termine assez tard, il est 1h du matin. Pour ceux qui travaillent dans la restauration, vous savez très bien comment ça se passe. Le temps de ranger, nettoyer, c'est assez long. C'est la fin de son service, elle sort donc du fast-food, parle avec ses collègues qui sont devenus ses amis. Vraiment rien à signaler, tout est comme d'habitude. Et c'est quand même important de le préciser, parce que l'état mental d'une personne 24 heures après sa disparition peut être très révélateur. Ça peut indiquer soit une fugue, soit un enlèvement. Après ça, elle va rentrer chez ses parents en pleine nuit et se couche. A priori, elle va s'endormir comme à son habitude, mais la police pense qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là, puisque le lendemain, le vendredi 5 septembre, Brianne va venir travailler, mais ne sera pas aussi souriante que d'habitude. On pourrait même dire qu'elle est triste, elle ne parle pas beaucoup, et elle va même fondre en larmes pendant sa pause du midi, sans donner aucune explication à ses collègues. Est-ce que c'est une dépression via sa maladie, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose hier soir, un chagrin d'amour, une dispute avec une amie? Personne n'a la réponse. Il est 19h et Brianne termine son service. Elle va rentrer et aller dormir sans manger, alors que sa famille avait prévu un barbecue, mais se réveille peu après et se motive à aller à une soirée où elle était invitée. Mais malheureusement, ça sera une très mauvaise décision. Elle va appeler sa meilleure amie Christy. Les deux jeunes filles sont amies depuis l'enfance. Elles sont décrites comme inséparables. Brianne va l'appeler pour lui dire qu'elle viendra la chercher à son travail à 23h15 pour ensuite sortir. Les deux filles se mettent d'accord. Brianne doit aller chercher de l'alcool à 23h, puis se diriger vers la station essence où Christy travaille pour 23h15 pour ensuite aller à la soirée. Je rappelle que c'est une petite ville, les distances sont assez courtes. Brianne va prévenir ses parents de son départ en leur disant le programme de sa soirée. Petite parenthèse très importante, mais prévenez toujours vos parents du déroulé de vos soirées. Cela évitera les inquiétudes inutiles, mais surtout, en cas de danger, ça aidera la police pour retracer votre itinéraire. Il est 23h30 et le téléphone fixe des Walgram sonne. Au bout du fil, c'est Christy qui demande si leur fille est déjà partie, car elle n'est toujours pas venue la chercher. Personne n'est au courant, mais cet appel sera le commencement de la disparition de Brianne. Dans la nuit du 7 septembre, la disparition de la jeune fille est signalée. Ses parents et ses amis ne comprennent pas. Sa voiture n'est plus là, elle a bien pris ses papiers et de l'argent de poche. Dans un premier temps, on pourrait penser à une fugue, mais qui laisserait sa meilleure amie toute seule à 23h, surtout que la relation des jeunes est qualifiée comme sœur? C'est bizarre. Quelque chose cloche. Les enquêteurs vont prendre cette disparition très au sérieux. Nous sommes dans une petite ville, tout le monde se connaît, et pour le coup, c'est une bonne chose. Des affiches de disparition seront collées un peu partout, les amis de la jeune femme vont être interrogés, mais personne ne sait rien. Ses amis sont même assez enthousiastes en fait. Pour eux, leur ami va revenir très vite,
c'est une simple disparition, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Sauf que quelques jours après, l'affaire avance et un premier témoignage se fait entendre. Nous sommes le vendredi 5 septembre, il est à peu près 23h. Un jeune couple aurait aperçu Brian au 7-Eleven de la ville, qui se situe sur l'axe principal, mais généralement désert à 23h. L'intrigue va commencer parce que oui, Brian a bien été aperçue par le jeune couple, mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de 3 jeunes femmes, et de suite, des portraits robots seront effectués et diffusés, car un autre témoignage a été entendu, qui dit avoir vu les 4 jeunes femmes ensemble dans la voiture de Brian et qui se dirigeaient vers la sortie de la ville. Ce qui est étrange, c'est que les 3 femmes, personne ne les connaît, c'était comme si elles étaient étrangères à la ville. Même si les portraits robots ne sont pas très bien réalisés, ça reste quand même étrange. La police demandera aux personnes de se manifester pour expliquer ce qu'il s'est passé. Vous vous doutez bien que personne ne se manifestera parce que ces 3 personnes sont probablement les auteurs de la disparition. Rapidement, une centaine de bénévoles vont commencer les recherches. Les montagnes et les rivières qui entourent le village sont fouillées. Un hélicoptère sera même déployé, ainsi que des bateaux pour fouiller les rivières. À noter qu'une récompense de 20 000 $ est proposée par les parents de Brian pour quiconque a une information sur leur fille. Vu la somme, vous vous doutez bien que les parents sont totalement dévastés, ils sont très inquiets pour leur petite fille. Malheureusement, les jours vont défiler, sans aucune nouvelle de Brian. 5 jours après le début des recherches, la voiture de Brian sera retrouvée. La voiture est située dans un renfoncement en pleine forêt, située à 47 minutes de route de la ville. Là-bas, il n'y a rien. Elle n'a même jamais mis les pieds là-bas pour vous dire. Et de toute façon, il n'y a aucune raison d'aller là-bas un vendredi soir accompagné de 3 copines. La police comprend qu'il se passe quelque chose d'étrange et que ce n'est pas une simple disparition. Dans la voiture, on va retrouver des effets personnels de Brian, son portefeuille, ses papiers et l'alcool qu'elle avait acheté. Rien n'a l'air d'avoir été volé, sauf que la jeune femme n'est plus là. Un chasseur indiquera qu'il est persuadé d'avoir croisé la jeune femme le lendemain de sa disparition. Elle marchait toute seule dans un chemin de forêt. Le chasseur lui a dit bonjour, elle lui a répondu bonjour, et la conversation s'est terminée comme ça. Les enquêteurs vont quand même prendre cette déclaration avec des pincettes, parce qu'avec tous les scénarios qu'on peut imaginer, elle a fait face à un chasseur qui était armé. Si elle est poursuivie ou qu'elle a besoin d'aide, c'est la personne idéale pour demander de l'aide. L'enquête va quand même continuer d'avancer mais n'ira pas bien loin. Des traces sont autour de la voiture mais ne sont pas exploitables. Aucune trace d'ADN dans la voiture. Des mégots de cigarettes sont retrouvés, mais Brian ne fumait pas. La police est dans le flou total. On sait que la jeune femme était accompagnée de 3 amis, mais le problème, c'est qu'on n'a rien sur ces 3 mystérieuses femmes. D'autant qu'aucune trace de sang a été retrouvée. A noter quand même que le week-end qui suit, un tournoi de softball se déroule dans la ville. Il y avait énormément de personnes étrangères à la ville, ce qui expliquerait que personne ne reconnaît les 3 filles. Elles sont peut-être étrangères à la ville et sont parties après le tournoi. D'autres hypothèses seront évoquées comme celui d'un suicide. Peut-être que la jeune femme est partie s'isoler après avoir déposé les 3 femmes. Même si on a retrouvé les portières arrière ouvertes quand on a retrouvé la voiture, ça colle pas trop, mais qui sait. À l'heure actuelle, il y a de grandes chances que Brian soit décédé et que la nuit de sa disparition, elle a bien été tuée en forêt. Aujourd'hui, Brian aurait aux alentours de 42 ans. Sa mère allume encore une bougie chaque année le jour de son anniversaire. Elle croit encore avec beaucoup d'espoir au retour de sa fille. Dans le village, un ange a été déposé en son honneur pour que personne ne l'oublie. Un site internet a même été ouvert par sa famille pour répertorier les avancées de l'enquête. Mais malheureusement, le mystère de Brian Walgram reste entier. Même après 20 ans, personne ne l'a jamais revu, et c'est ainsi que se termine notre histoire. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, je voulais vous demander votre avis, et si vous avez une hypothèse, si oui, mettez-la en commentaire, ça peut être sympa d'en débattre. Et comme ça, on peut échanger nos versions. Personnellement, je pense vraiment que les 3 femmes ont un lien avec cette affaire, et je pense qu'actuellement, le corps est encore enterré dans la forêt, et après avoir fait ça, ils sont rentrés tranquillement chez eux. Je sais pas si ça tient la route, mais c'est mon hypothèse en tout cas. N'oubliez pas, le plus important, c'est tous les dimanches à 18h sur la page de Ishkim. Et sur ce, c'est ciao!